Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise. Et vous retrouvez tout de suite l'invité politique Benjamin avec Carl Olive qui est député Renaissance des Yvelines. Bonjour Carl Olive. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le Conseil des ministres reporté d'une semaine, il était prévu aujourd'hui. Est-ce que c'est le signe qu'on se dirige vers un possible remaniement ? Faut pas, je pense, chercher midi à 14h. Le président a pris cette décision. Encore une fois, ça lui appartient, mais on va pas chercher, encore une fois, des raisons un peu irrationnelles. Peut-être que c'est aussi, l'actualité n'étant pas brûlante, de permettre aux uns aux autres de pouvoir souffler. Je prends le cas d'un certain nombre de radios qui sont toujours en best-of encore cette semaine. La vraie rentrée, ça sera la semaine prochaine, donc ça sera peut-être la semaine prochaine. Après, est-ce qu'il y aura un remaniement ou pas ? Écoutez, en tout cas, ce que je constate, c'est que la loi immigration a quelque peu divisé, là où on aurait aimé qu'elle rassemble un peu plus la majorité présidentielle, si on se dit les choses. On a besoin peut-être d'un choc, mais je dirais d'un logiciel nouveau qui parte du terrain. C'est ce que dit Emmanuel Macron, un nouveau cap. Ça veut dire que nouveau cap, ça sous-entend aussi possiblement un nouveau gouvernement, ou un nouveau Premier ministre. Benjamin Glaise, on peut mettre qui on veut, Pierre-Paul Jacques, on peut mettre un champion du monde, un prix Goncourt, quelqu'un qui cherche du travail, c'est pas le sujet dans la formation d'une équipe. Le sujet, c'est quelle option on fait, quelle tactique on met en place. Et pour moi, la tactique, elle vient du terrain. Il faut qu'on soit beaucoup plus présent sur le terrain. Il faut qu'on soit à portée d'engueulade. Parce qu'on a des ministres aujourd'hui qui sont trop déconnectés. Je dis pas de ça, cette réalité. Mais pas plus les ministres que les députés, qu'un certain nombre de collègues. On a besoin peut-être de s'extirper encore un peu plus de cette dimension verticale pour repartir du terrain, repartir en s'adossant à celles et ceux qui sont en adéquation avec la réalité du terrain, en prise directe avec les administrés. Je veux évidemment parler des maires. Les maires sont les personnes plébiscitées par les Français, et certainement les seules personnes politiques. Il faut s'adosser à celles et ceux qui sont plébiscités par les Français. Donc moi, j'aspire à ce que nous ayons un nouveau logiciel qui parte du terrain, et dès lors où ce logiciel part du terrain, alors on sera beaucoup plus valide sur le côté pragmatique. Il y a la question tout de même de l'orientation politique. On l'a vu sur cette loi immigration, l'aile gauche du parti qui a fait défaut sur ce vote. Est-ce que cette aile gauche a encore sa place au gouvernement ? Bien sûr. Vous savez, quand on est dans le grand dépassement, et c'est le cas, et moi c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint la majorité présidentielle, parce que je crois effectivement à ce grand dépassement où on reprend, pardonnez-moi la caricature, pas la caricature, mais 1958, quand le général de Gaulle disait la France n'est pas la gauche, la France n'est pas la droite. On savait que cette loi immigration, de toute façon, serait clivante, mais comme la loi retraite est clivante, comme la fin de vie sera clivante, comme la loi sur le logement sera clivante. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Et moi je suis fier d'appartenir à une majorité où on n'est pas dans le clivage systématique. Pardon, mais si jamais le Rassemblement national me dit que le soleil est bleu, je vais leur dire non, mais s'il me dit qu'il est jaune, je vais leur dire oui, vous avez raison. Et de la même manière, quand Raquel Garrido nous dit que l'apprentissage de la vie se fait à l'école et à l'université et pas au pied des immeubles, je suis pas la France insoumise, mais pour autant, je pense qu'effectivement, elle a raison. Vous voyez, on va revenir sur ce sujet notamment de l'école, mais est-ce que déjà, en terminant sur cette question du remaniement, si vous le voulez bien, est-ce que le gouvernement peut aujourd'hui gouverner sans la droite, sans les LR, et est-ce qu'il faut éventuellement ouvrir ce gouvernement justement à cette sensibilité-là, à ce parti, au LR ? Moi, je le crois. Je le crois, puisque la majorité relative voulue par les Français, justement, aller chercher des consensus sans tomber dans les compromissions. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de collègues de la droite républicaine, qui pourraient nourrir, je dirais, cette majorité présidentielle, ce futur gouvernement. Mais qui, par exemple, mais de la même manière que la gauche républicaine. Pardonnez-moi de compléter ce que vous dites. On a un certain nombre de collègues qui ont des idées. On a besoin aussi d'une gauche républicaine forte dans ce pays, pas celle de la France insoumise, mais on a besoin d'une gauche républicaine forte. 2024, c'est l'année des élections européennes. Ce sera le 9 juin prochain. Le dernier sondage donne Bardella à 30%, la majorité présidentielle à 18%. Est-ce qu'il est encore possible pour vous d'éviter une claque électorale? Il est surtout encore possible, et nous avons un devoir, c'est d'expliquer clairement les choses. Et expliquer clairement les choses, c'est aussi être, je dirais, presque dans une théorie de l'absurde. Quand on voit que le fonds de commerce du Rassemblement national, c'est l'immigration, c'est l'insécurité, quand on leur pose des questions, qu'ils souhaitent des expulsions à tour de bras, ok. Comment ça s'est passé en Italie? Comment ça se passe en Angleterre, chez les amis du Rassemblement national ou presque? Ils sont rattrapés par la patrouille. C'est que c'est pas aussi simple
simple que ça. On voit bien qu'en Italie, Madame Meloni a dû faire face à des régularisations. Donc ça, c'est dire effectivement les choses. Et on a un devoir d'explication et de vulgarisation. Peut-être que nous pêchons dans ce domaine-là en matière de communication. C'est-à-dire alors notamment, je vais vous le dire franchement, est-ce que on peut convaincre les Français sans avoir encore désigné de tête de liste pour ces européennes? Vous savez, c'est à la fin de la course qu'on va donner l'ordre du tiercé, hein, pas avant. On n'est pas en retard. Vous avez peut-être un avis sur le sujet. Mais on n'a pas. J'ai un avis sur le sujet, c'est qu'on n'est pas en retard. Il est jamais trop tôt. Il est souvent trop tard. Donc je pense qu'on n'est pas en retard sur ce sujet. Il n'en demeure pas moins qu'on travaille, que nous sommes des pro-européens et on l'a montré. On parle par exemple de la loi immigration. La loi immigration et l'immigration en Europe ne sera pas jugulée si elle ne se fait pas à l'échelle européenne. Ici comme dans bien de domaines. Pourquoi la France réussit à l'échelle européenne? Parce qu'on a des partenariats qui sont forts. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est redevenu le premier pays industrialisé par rapport aux forces de l'étranger. C'est pas un hasard. Tout ne va pas si mal en France et c'est toujours bien de le rappeler. Un mot sur les vœux de Marine Le Pen qui ont été détournés en russe grâce à l'intelligence artificielle par le porte-parole de Renaissance, Loïc Signor. Est-ce que vous auriez vous-même fait la même chose, Carl Olive? C'est montré que l'intelligence artificielle a aussi ses limites. Donc le porte-parole est allé dans la caricature, mais c'est pas la première fois. J'avais vu de la même manière l'intelligence artificielle déformer totalement un discours de Barack Obama. C'était pas hier, c'était il y a 3, 4, 5 ans. C'est aussi montrer les limites de l'intelligence artificielle. Après, est-ce que la question aussi, c'est de savoir si ça va être ça le niveau du débat pour ces élections européennes, non? Non, mais faut pas le prendre. Je pense pas qu'il faille le prendre au premier degré. Les Français sont pas dupes. On a le droit de temps en temps d'être aussi, je dirais, dans le second degré. On a le droit aussi de temps en temps d'être un petit peu en marge de ce que au quotidien on peut trouver. Ça aussi, ça fait du bien aux Français de pouvoir de temps en temps sourire ou d'être un peu en décalé. Donc vous auriez pu le faire? Je fais des choses très en décalé. On en reparlera. Vous chantez notamment sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est bien de se prendre au sérieux c'est bien d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Oui, j'aurais pu le faire. Sur la loi immigration, on y vient. Marine Le Pen qui a parlé de victoire idéologique. Est-ce que les idées du RN ont imprégné aujourd'hui celle de la majorité présidentielle? Moi, je vais vous dire, Benjamin Glais, je pense que d'abord, nous, notre porte d'entrée, c'est certainement pas les partis politiques. Ce sont les Français. Et quand on est sur le terrain comme je le suis et comme d'autres collègues le sont, au quotidien, les Français ne nous parlent pas de la loi immigration. En revanche, ils nous parlent d'une chose. Faites ce que vous voulez, mais protégez-nous. Protégez-nous de l'intérieur et protégez-nous de l'extérieur. Entre fermeté et humanité. Et je pense que le piège tendu par le Rassemblement national, on est finalement tombé dedans pendant 2 heures, quand il y a eu cette phrase en disant c'est une victoire idéologique, mais une victoire idéologique de rien du tout. Personne n'a le monopole de l'immigration, personne n'a le monopole de l'insécurité et de la sécurité en France, et certainement pas le Rassemblement national. Pourquoi? Le Rassemblement national a voté contre le projet de loi immigration passé au Sénat. Le Rassemblement national a voté contre. Et derrière, il fait un numéro de claquette pour une motion de rejet où il va voter avec les voix de la France insoumise. Et ils ont parfaitement le droit. Enfin, ça va. Le numéro de claquette, il a duré 2 heures. Sur la première session parlementaire, 2022-2023, on a quand même un RN qui a voté pour 42%, en faveur de 42% des projets de loi du gouvernement. Oui, c'est un peu normal, non? Enfin, dans votre voix, on a l'impression que c'est étrange, etc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Monsieur Glaise. Excusez-moi, mais quand le Rassemblement national nous dit que le soleil est jaune, je suis d'accord avec lui. Et c'est important ce que vous dites parce que vous voyez, tant que dans ce pays, les partis politiques seront plus importants que le pays, alors on s'en sortira pas. Moi, je me suis pas engagé, et notamment avec la majorité présidentielle, pour être le doigt sur la couture et ne pas dire ce que je pense. Typiquement, j'ai été maire, vous le savez, la dotation globale de fonctionnement, elle a fondu comme une neige au soleil. C'est cette aide, entre guillemets, le transfert d'aide de l'État à l'endroit des collectivités, je le dis pour vos éditeurs, qui a baissé quasiment de 28 millions lorsque j'étais à Poissy. Je suis contre ça. Je me suis abstenu. Et j'ai expliqué pourquoi je m'abstenais. Parce que je pense qu'il n'y a pas de prime aux bons élèves quand on gère les collectivités publiques, alors que ce qu'on appelle pardon d'être un tout petit peu technique, mais les aides de solidarité transversales, elles, continuent de peser, donc c'est une prime aux mauvais élèves. Pardon de rappeler ça, mais il me semble que nous devons être beaucoup plus pragmatiques sur le terrain par rapport à toutes ces initiatives publiques. Le Conseil constitutionnel qui va rendre son avis d'ici la fin du mois sur cette loi immigration. On a un Emmanuel Macron qui dit assumer le texte tout en déclarant que des dispositions ne sont pas conformes à notre Constitution. C'est difficile à suivre, c'est pas paradoxal un petit peu ça? On va peut-être remettre le curseur
curseur à l'endroit. Toutes ces décisions avaient été l'émanation, pour la très grande majorité, monsieur Glaise, des Républicains. De la droite, oui. De la droite républicaine. Elle savait qu'en faisant ce type de proposition, de toute façon, ça allait être peigné comme un zèbre par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est presque l'arbitre du match. Pardon, le Conseil constitutionnel, c'est l'arbitre du match. Il y a nombre de lois qui passent sous les fourches codines du Conseil constitutionnel. Donc le terrain, il est le même pour les deux équipes. Donc vous ne défaussez pas sur le Conseil constitutionnel? Ah, je me défausse absolument pas sur le Conseil constitutionnel. À la minute où vous faites un amendement, à la minute où vous faites un projet de loi, vous savez que potentiellement le Conseil constitutionnel peut revenir dessus en amendant, en supprimant, censurant un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas du fait de la Constitution. Luc Ferry affirme que cette loi, je le cite, ne servira à rien, cette loi immigration. Aucune solution pour améliorer le nombre d'OQTF appliqués, les obligations de quitter le territoire français. Rien sur le détournement du droit d'asile. On a oublié 2 sujets majeurs dans cette loi immigration ou pas? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Luc Ferry, qui a été un très grand ministre. Je suis beaucoup plus circonspect sur toutes celles et ceux qui viennent commenter le match sans y participer. C'est beaucoup moins facile d'être acteur de ce mandat que spectateur de celui des autres. Voilà. Et on le voit bien quand on est engagé dans la vie locale. Bien évidemment que cette loi va apporter un certain nombre d'éléments très concrets, notamment sur les expulsions des mineurs étrangers. Et c'est pour cette raison que, notamment sur Arras, peut-être, encore une fois, personne n'est malin soleil. Peut-être que ce suppu ne pas arriver. Pour autant, tout n'est pas parfait et on le sait. Mais en revanche, aujourd'hui, faire preuve de plus de fermeté, c'est ce qu'attendent les Français. Faire preuve de plus d'humanité, c'est aussi ce qu'apprennent les Français. Et pardon de le dire, mais si on peut mettre fin à cette vaste hypocrisie d'un certain nombre d'employeurs, je ne généralise pas, mais qui employaient des personnes sans papier, ça leur allait bien, avec parfois des marchands de sommeil, ça leur allait bien. On va mettre fin à ça parce qu'il y aura de la régularisation pour celles et ceux qui, depuis des années, puisque ce sera en fonction du cas par cas avec les préfets là-dessus. Oui, puis ça sera l'initiative de l'employé et pas de l'employeur. Et ça, c'est quelque chose qui va changer radicalement au quotidien. Alors, ça a été sorti du texte de la loi immigration, mais sur l'aide médicale d'État, c'est important aussi d'y revenir. L'AME, est-ce que vous êtes pour la proposition des LR de la restreindre et d'en faire finalement, de la limiter, une sorte d'aide médicale d'urgence? Je pense que tout ça doit être vraiment mis sur la table. Ça n'a pas été le cas parce qu'elle faisait pas partie de la loi sur immigration. Et je pense que nous devons nous nourrir au cours d'un débat sur ce sujet-là. Moi, je me satisfais qu'elle soit sortie de cette loi-là. En revanche, faut pas se défausser. Il faudra qu'elle vienne sur la table parce qu'on a un certain nombre de sujets qui nous montrent que un certain nombre de personnes qui entrent dans ce pays et parfois viennent le pourrir n'ont rien à y faire. Et à ce titre-là, il faut que nous soyons très clairs sur la réciprocité entre les droits et les devoirs. Dans les prochaines semaines, on devrait avoir ce grand rendez-vous avec la nation promis par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose? Ça fait longtemps qu'il le promet. Est-ce que ça risque pas de faire un peu pchit? Non, je crois pas. Moi, ce que je dis souvent au président, moi qui suis d'origine fermière par ma petite maman, c'est qu'il nous faut aller sentir le cul des vaches. J'ai dit au président, passez votre temps, président, à aller sur le terrain. Allez vous faire engueuler et vous êtes très à l'aise sur ces sujets-là. On l'a vu sur les retraites. Le président, il s'est pas extirpé, il s'est pas exonéré des concerts de casseroles, etc. Et c'est là où paradoxalement, il monte dans les sondages. Je pense que la place aussi de notre président, c'est d'être, pardon de le dire, systématiquement sur le terrain. Et moi, je l'invite à faire ces séquences sur le terrain dans toutes les régions de France, en allant voir les maires. Pourquoi ? Parce que, comme on le disait, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, Monsieur Glaise, 1762. Les maisons font la ville, les citoyens font la cité. Quand c'est validé sur le terrain, quand c'est validé par les citoyens, alors on est moins déconnecté par rapport au sommet de l'État. Concrètement, on a la question du réarmement civique appelé de ses vœux par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va enfin trancher sur la question de savoir si on va rendre obligatoire ou non le service national universel, le SNU? Je crois que c'est son avis. Je crois que c'est ce qu'il dira. C'est sa volonté de pouvoir effectivement trouver en tout cas un outil qui nous vienne sur les bases et le socle de notre République pour retrouver les valeurs. Moi, à titre personnel, j'aurais été pour la réinstauration du service national, du service militaire. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai creuset. C'est un vrai creuset de mixité sociale. C'est une vraie relation à l'ordre, au respect, à la discipline. Et vous n'avez pas convaincu sur ce sujet Emmanuel Macron ? C'est pas que j'ai pas convaincu, c'est que ce que je ressens sur le terrain, c'est que les Français, on a besoin d'un socle, et ce socle qui pourrait être celui de l'éducation familiale, parfois disparaît. J'ai pas de jugement par rapport à ça, mais ce serait bien que de temps en temps... Ça veut dire, si je vous entends bien, c'est que le SNU serait pas suffisant ?
selon vous? Si, en tout cas, je trouve que c'est un bon palliatif. C'est un très bon palliatif. Et s'il pouvait être généralisé, de toute façon, ce serait pas une mauvaise chose. Les Jeux Olympiques, Carl Olive, c'est dans moins de 7 mois. Est-ce qu'on sera prêt? Mais oui, bien sûr qu'on sera prêt. Faut arrêter encore une fois les pas de deux, etc. Arrêter de souffler sur les braises. Bien évidemment qu'on sera prêt. D'ailleurs, vous le savez, 84% des bâtiments, des rénovations sont aujourd'hui totalement réalisés. Je rappelle deux chiffres. D'abord, 2 milliards. 2 milliards d'audience. C'est l'organisation internationale la plus regardée dans le monde entier. La France va être la capitale du monde. C'est exceptionnel. 4 milliards d'euros, les retombées économiques. Vous vous rendez compte? C'est tout simplement exceptionnel. 10 000 athlètes, plus de 10 000 bénévoles. Ça va être exceptionnel. Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques qui vont suivre vont être tout simplement exceptionnels. Et je salue le travail de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, parce que tout ce travail... Qui a fixé d'ailleurs un objectif, hein, vous l'avez entendu, la France doit figurer dans le top 5 des nations les plus médaillées. Je ne sais pas si vous y croyez. Bien sûr que j'y crois. Je pense qu'on ne sera pas loin des 80 médailles. Je pense qu'on sera pas loin des 4 médailles, qui sera presque un record. Vous savez, je dirais que ce cercle vertueux de la réussite, c'est souvent lié aussi, je dirais, au support de tout un pays. Il faut embarquer le pays dans ces Jeux parce qu'on va être la capitale du monde. Mais Monsieur Glaise, ça va être une année exceptionnelle 2024. Et je dis souvent que la plus belle des médailles d'or que nous allons obtenir, ça sera à la fin de l'année. Le 8 décembre 2024 avec la réouverture de Notre-Dame. C'est tout simplement exceptionnel. Vous vous rendez compte, entre cela et le 80e anniversaire du débarquement, mais on a une année qui va être exceptionnelle. Les Français doivent être fiers de leur pays. Avec Joe Biden qui sera peut-être là et donc il y aura toute la sécurité à assurer. Si Joe Biden est là en plus, alors je vous dis pas. Ça va être compliqué. Sur Sud Radio, hier, Laurent Jacobelli nous disait craindre une folie sécuritaire. Je le cite, avec des forces de l'ordre concentrées sur ces sites olympiques, délaissant le reste du territoire. Qu'est-ce que vous lui répondez? J'aimerais bien que de temps en temps, si on pouvait avoir une concorde nationale politique sur des sujets qui traversent les courants, sur des sujets qui doivent nous rassembler au-delà de nous diviser, ce serait bien. Moi, je vois et j'essaie d'être, pardon de le dire, celui qui va trouver une solution à chaque problème. J'aimerais bien que le Rassemblement national, LFI, arrête de trouver un problème à chaque solution. Dans le football, délibéré attendu aujourd'hui pour Youssef Attal, le joueur de l'OGC Nice. Provocation à la haine à raison de la religion après l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier. 10 mois de prison avec sursis a été requis contre lui. Dans ce dossier, une relaxe vous choquerait-elle ? La justice fait son œuvre. Après toutes les incitations à la haine, et finalement tout ce qui est ce que je dirais une importation du conflit israélo-palestinien, la France ne mérite pas ça, les communautés ne méritent pas ça. Il faut être très très vigilant. Moi je vais vous dire, je ne suis pas un spécialiste en la matière. Et c'est parce que je ne suis pas un spécialiste dans la matière que je me suis déplacé sur place une semaine après le massacre. Ce que j'ai vu, ce que j'ai senti au premier degré, la mort qui se feinte mètre carré après mètre carré, m'a totalement bouleversé. En revanche, je sais faire la part des choses entre l'éradication d'un mouvement terroriste qui s'appelle le Hamas et la protection de populations civiles palestiniennes. Et je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant sur ces sujets. Il faut qu'on soit aussi très sensible sur les mots qui sont employés. Mais attention à ne pas jeter de l'huile sur le feu, comme parfois un certain nombre d'organisations politiques. Suivez mon regard le font, parce qu'aujourd'hui, on a des quartiers populaires. On a des quartiers populaires dans nos territoires qui sont sous cocotte minute, qui parfois ne font pas de discernement. On tombe dans l'amalgame et ça, c'est très dangereux pour notre pays. J'aimerais qu'on parle de l'immobilier, du logement, crise de l'immobilier en ce moment. Il n'a jamais été aussi dur de devenir propriétaire, devenir locataire, d'être locataire. Est-ce que le logement est devenu aujourd'hui une véritable bombe sociale, selon vous ? Je crois. Je pense qu'aujourd'hui, on a un sujet sur le logement, on a des cocottes minutes dans nos territoires. Je reprends l'expression, mais c'est vraiment le cas. On a 2 millions de personnes aujourd'hui qui attendent un logement social. Et aujourd'hui, pour avoir travaillé sur le sujet, pour notamment Sciences Politiques, sur le sujet du peuplement... que vous avez rendu. Oui, un mémoire que j'ai rendu il y a 15 jours. Sur le peuplement. C'est un mot barbare, le peuplement, mais c'est celui qui est usité techniquement pour expliquer comment, je dirais, on octroie des logements sociaux dans les quartiers. La mixité sociale, en fait, n'existe pas. Je prends 2 exemples. À Neuilly-sur-Seine, vous avez 6% de logements sociaux. À Duny, en Seine-Saint-Denis, vous en avez 71%. Où est la mixité sociale ? Il ne peut pas y avoir... C'est que les sanctions sont pas assez dures à ce niveau ? Non, je pense que les sanctions sont là, mais je pense qu'il faut revoir de fond en comble cette loi. On ne peut pas avoir de mixité sociale si on n'a pas de mixité de logement. Ce n'est pas possible. Comment fait-on à ce moment-là ? Encore une fois...
je veux pas faire once de prétention, mais à Poissy, sur un quartier qui s'appelle La Coudray, où je suis né, dans les années 60, fondé par Enrico Pigozzi, le fondateur de Simca Chrysler, qui avait créé 600 logements pour les collaborateurs de Simca et Peugeot, où travaille mon papa. On a transformé 600 logements sociaux en 900 logements, dont 70% en accession libre. On a retrouvé la mixité sociale que j'ai connue quand j'étais gamin sur la dalle du quartier. Ça prend du temps. C'est l'ANRU qui fait ça, l'Agence nationale de rénovation urbaine, avec Catherine Vautrin qui fait un excellent travail. Je crois qu'il faut descendre les barres, il faut descendre les tours. Il faut accepter de pouvoir le faire. Sinon, on restera dans ce qu'on appelle la ségrégation spatiale. Et c'est pas parce que vous allez mettre un pauvre avec un riche qu'on va trouver de la mixité sociale. C'est certainement pas cela. Et je pense que, pour terminer, Monsieur Glaise, c'est important, je pense que le mal-être vient aussi du mal-logement. Les émeutes, c'est aussi une réponse à cela. Malheureusement, les attentats de 2015, c'était aussi une réponse à cela. Il faut être très vigilant, c'est pas simplement plus construire, c'est mieux construire. Carl Olive, Emmanuel Macron a-t-il eu tort de soutenir Gérard Depardieu ? Emmanuel Macron, il a d'abord envoyé un message en disant que dans ce pays, il y avait quelque chose qui s'appelait la présomption d'innocence et que le tribunal judiciaire venait avant le tribunal médiatique, le tribunal politique et le tribunal populaire. Mais dans ces cas-là, il aurait pu tenir des propos beaucoup plus mesurés. Et je pense que la présomption d'innocence n'enlève en rien la réalité de la souffrance de ces femmes qui ont souffert, qui souffrent et qui doivent parler. Et moi, j'invite... Ça veut dire qu'il aurait dû peut-être avoir un mot, justement, pour ces victimes présumées ? Mais le président de la République, il en a fait sa grande cause nationale, pas depuis 2022, depuis 2017. Donc c'est pour ça que ça a surpris. Mais on peut pas targuer le président de la République de passer outre tout cela, puisque c'est sa grande cause nationale avec Madame Macron, sur le harcèlement, sur les sévices sexuels, sur le harcèlement scolaire. C'est la grande cause nationale de ces deux quinquennats. Après... À titre personnel, je trouve que... Donc il n'a pas oublié les victimes présumées ici. Absolument pas. Et je pense qu'il aura l'occasion de le rappeler. Maintenant, Gérard Depardieu, je pense qu'on a bien compris que depuis 1974, il n'avait pas quitté le siège arrière des valseuses. Et qu'il pense toujours qu'il est dans le siège arrière des valseuses. Vous dites qu'Emmanuel Macron pourra le rappeler ? C'est-à-dire, concrètement ? Je pense que le président, le moment venu, il souhaite le faire. Rappellera, je ne sais pas s'il souhaite le faire, mais il aura l'occasion de rappeler que la grande cause nationale de 2017 et 2022 est justement sur l'égalité homme-femme. Il y a eu des assises, des Grenelles sur le sujet, sur la violence faite aux femmes. Donc pour moi, c'est un faux procès. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a toujours la présomption d'innocence. Et ce qui n'enlève rien, que, encore une fois, Gérard Depardieu n'a pas bien compris qu'on n'est plus en 1974, ou plutôt, il l'a compris, mais il ne veut pas changer, mais la société, elle, a changé. Bon, pour terminer sur un sujet beaucoup plus léger, Carl Olive, l'heure est aux bonnes résolutions, aux vœux. Vous aimez chanter, on le disait tout à l'heure. On le voit très clairement sur vos réseaux sociaux. Vous avez rendu un hommage en chanson à Michel Delpech. Si vous aviez une chanson... Il y a Michel Fugain. Oui, Michel Fugain aussi, effectivement. Si vous deviez choisir une chanson pour symboliser d'une certaine manière ces bonnes résolutions à prendre pour cette année, comment on va vivre cette année 2024, ce serait laquelle ? Vous avez une idée de chanson, là, comme ça ? Vous me prenez... je dirais Le Premier Pas, de Claude Michel Schoenberg. Pourquoi ? Parce que c'est toujours bien d'être aussi positif dans ce qu'on a à faire. Vous savez, le premier pas, c'est le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais, cela ne se fait pas. Pourtant, j'aimerais que ce soit elle qui vienne à moi, etc., etc. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Je vais vous dire un truc, moi les Français, quand je les rencontre, mes administrés, ils sont très heureux que de temps en temps je leur fasse sourire, même si je m'en prends plein le museau sur les réseaux sociaux, je suis très heureux. Et comme le disait un célèbre écrivain, si tous ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. Carl Olive, député, Renaissance des Yvelines, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Allez, 8h58 sur Sud Radio, dans un instant, la parole aux auditeurs. Vous avez la parole, vous prenez la parole, 0826 300 300 pendant une demi-heure. On vous accueille, on vous reçoit quel que soit le sujet que vous voulez évoquer à l'antenne. C'est Manu qui vous attend au standard 0826 300 300. À tout de suite.